The story of Flight 571. Duration 10 to 15 minutes. C'était un matin radieux du mois d'octobre 1972, un moment parfait pour entreprendre un voyage que tout le monde à bord du vol 571 attendait avec impatience. L'équipe de rugby du Old Christians Club, composée de jeunes hommes dynamiques, brillait d'une énergie contagieuse. Ce n'était pas qu'un simple match de rugby. Pour eux, ce voyage représentait l'opportunité de renforcer leurs liens, d'explorer un nouveau pays et de savourer le frisson d'une compétition sportive internationale. Fernando Nando Parrado, alors âgé de 21 ans, était particulièrement heureux de partager ce moment avec sa mère, Eugenia, et sa sœur, Susana. Depuis des années, leur famille était un pilier de soutien pour lui, et le fait qu'elle soit non présente lors de ce voyage rendait l'expérience encore plus spéciale. L'avion, bien que modeste, dégageait une ambiance de fête. Des rires, des discussions animées, et parfois des chants improvisés remplissèrent la cabine. Cependant, derrière cette insouciance, il y avait des défis que personne n'imaginait. L'appareil était un Fairchild FH-227D, un avion réputé robuste, mais pas conçu pour des conditions extrêmes comme celles qu'il allait rencontrer. L'équipage, dirigé par le colonel Julio Ferradas, un pilote chevronné, semblait confiant dans leur capacité à traverser la chaîne des Andes pour atteindre Santiago. Le vol avait commencé sans encombre. L'avion avait décollé de Montevideo avec une escale prévue à Mendoza, en Argentine, avant de poursuivre vers le Chili. Mais à mesure que l'appareil approchait des Andes, les conditions météorologiques se détérioraient rapidement. Une épaisse couverture nuageuse enveloppait les montagnes et le vent s'intensifiait, rendant la traversée de plus en plus périlleuse. Dans le cockpit, le colonel Ferradas et son copilote, Dante Lagurara, étaient de plus en plus préoccupés. La visibilité était presque nulle, et ils dépendaient uniquement des instruments pour naviguer. Pensant avoir dépassé la partie la plus difficile du trajet, ils amorcèrent une descente. Mais ils étaient loin d'imaginer qu'ils étaient encore au cœur de la chaîne montagneuse. À 15h21, le premier impact se produisit. L'aile droite heurta un sommet rocheux avec une violence inouïe, se détachant instantanément et emportant la queue de l'appareil. Certains passagers furent projetés hors du fuselage, tandis que d'autres hurlèrent de terreur à l'intérieur. L'aile gauche se brisa peu après et l'avion glissa sur un flanc enneigé avant de s'immobiliser brutalement. Lorsque le silence revint, les survivants étaient en sous le choc. À l'intérieur de l'épave, le chaos régnait. Des corps inertes, des morceaux de siège arrachés et des visages en sang composaient un tableau apocalyptique. Certains pleuraient, d'autres appelaient à l'aide, mais la plupart étaient incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Fernando Parrado, qui avait perdu connaissance lors de l'impact, fut l'un des derniers à reprendre ses esprits. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il fut immédiatement confronté à la perte dévastatrice de sa mère, tuée sur le coup. Sa sœur Susana, quant à elle, était gravement blessée. Ce fut un moment de douleur indicible, mais Fernando n'avait pas le luxe de s'effondrer. Il devait survivre. Le premier acte de cannibalisme fut un moment d'une intensité émotionnelle inimaginable. Chacun des survivants dut affronter ses propres convictions morales et religieuses. Certains prièrent longuement avant de franchir cette barrière, demandant pardon à Dieu et à leurs proches. Ce choix, bien que terrifiant, leur permit de continuer à vivre. À mesure que les jours se transformaient en semaines, les survivants mirent en place une organisation rudimentaire pour maximiser leurs chances de survie. Les corps furent conservés dans la neige pour éviter leur décomposition, et chaque morceau de nourriture fut partagé équitablement. Le 29 octobre, alors qu'ils pensaient avoir surmonté le pire, une avalanche s'abattit sur l'épave. En quelques secondes, une grande partie de leur refuge fut ensevelie sous la neige. 8 personnes périraient sur le coup, laissant les survivants restants encore plus isolés et désespérés. Malgré ce nouveau coup du sort, Fernando Parrado et Roberto Canessa décidèrent de prendre leur destin en main. Ils planifièrent une expédition pour chercher de l'aide. Pendant des semaines, ils préparèrent leur voyage, utilisant des morceaux de débris pour fabriquer des chaussures renforcées et des vêtements plus adaptés.
Le 12 décembre, après 61 jours passés dans les Andes, Fernando et Roberto quittèrent le camp. Leur marche à travers les montagnes fut une épreuve d'endurance physique et mentale. Chaque pas était une lutte contre la fatigue, la faim et le froid. Après 10 jours d'efforts, ils rencontrèrent enfin un berger chilien, Sergio Catalán, de l'autre côté d'une rivière. Trop faibles pour le rejoindre, ils lui crièrent leur histoire. Sergio, bouleversé, leur apporta de la nourriture et alerta les autorités. Le 22 décembre, les 14 survivants restants furent secourus. Leur histoire fit le tour du monde, captivant et horrifiant le public. Si les actes de cannibalisme suscitèrent des débats, la majorité des gens les considéra comme des héros, des symboles de la résilience humaine. L'histoire du vol 561 est plus qu'un récit de survie. Elle est une leçon de courage, de solidarité et d'espoir, rappelant que l'esprit humain peut surmonter les épreuves les plus inimaginables. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je poste une nouvelle histoire fascinante tous les jours, alors à demain pour une nouvelle aventure incroyable.